Alaikum. Bonsoir tout le monde. Donc, je pense que c'est la dernière. Non, il y aurait peut-être ce soir ou demain matin, juste pour un petit Voilà, bilan, donc, échanger des suggestions. Voilà. voilà, donc c'est l'avant-dernière, disons ça C'est la dernière ainsi, la conférence. dernière Donc, on peut le conférence dire. de cette université d'été qui va porter sur la situation en fait de la presse écrite et audiovisuelle en Algérie. J'espère que vous n'allez pas pousser Chauquet dans ses retranchements pour ne pas sortir de Nivelles et se retrouver dans les appartements chics des patrons de presse dans le 92 ou à Alicante. J'espère qu'on n'aura pas l'occasion ou qu'on ne sera pas les initiateurs de la chute du mythe de la liberté de la presse libre algérienne parce que au cours des questions-réponses, vous allez découvrir que le mal est beaucoup plus profond qu'il est présenté et que la décadence de la presse algérienne n'est pas l'émanation exclusive du pouvoir politique, mais une responsabilité, pour ne pas dire une lâcheté partagée entre les tenants du pouvoir et les patrons de presse. C'est cette complicité en fait qui a écrasé cette aventure intellectuelle. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé à l'ouverture démocratique, cette aventure intellectuelle et l'émergence de cette catégorie de journalistes professionnels, curieux, soucieux de faire un métier dans une presse qui vient de naître en Algérie, une presse jeune, etc. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à mon ami Shawqi Amin Simati. Ahlan bik. Oubik, Adel, merci encore une fois de m'avoir invité et de me donner la parole lors de ces travaux de l'université d'été organisée par IPOST International dans sa 4e édition. Donc, on va essayer de faire un petit peu un topo autour de la réalité de la presse écrite et audiovisuelle en Algérie. Alors, que dire, si ce n'est de reprendre ce que disait notre ami Mohamed Bakir. Il n'y a absolument rien à dire. Mais on a quand même quelques petites nouveautés, à savoir le dernier classement Reporters sans frontières qui classe l'Algérie à la 134e place en termes de liberté d'expression et liberté de la presse. Et donc, elle a gagné 12 places comparé à son classement en 2021. Donc déjà, ça nous fait une bonne nouvelle pour commencer, parce que pour la suite, ça risque de pas trop plaire. C'est le classement RSF de 2024 donc, qui place l'Algérie, mais ce classement, dans le commentaire de ceux qui l'ont fait, on présente que ces résultats sont à prendre avec beaucoup de nuances, notamment parce que c'est-à-dire ces points que l'Algérie a gagnés, c'est plus par rapport à d'autres pays qui ont perdu beaucoup de points à côté, qui ont fait que dans le classement, on a réussi à remonter. Et puis même si on est à la 134e place, on reste loin derrière nos voisins marocains et tunisiens, qui eux aussi, au sein de leur milieu médiatique, subissent les affres de la répression et de l'autoritarisme. Donc, les 3 points positifs, pour bien comprendre, ce n'est pas une avancée de la liberté de la presse en Algérie, mais c'est le 12 recul 12 points. C'est le recul de d'autres pays. d'autres pays. Ouais, voilà. C'est bien, pour c'est bien de résumer. comprendre l'équation. Pour résumer. Alors, ce classement RSF intervient en 2024 après l'adoption en 2023 de la nouvelle loi sur l'information et l'audiovisuel en Algérie, une loi qui a été adoptée au mois d'août 2023. Donc, qui est venu, au fait, historiquement, si on devait reprendre le parcours de la presse en Algérie, alors on a d'abord la période coloniale. On avait
des publications telles que Alger républicain, une publication progressiste et anticoloniale qui a été stoppée en 1955 par le pouvoir colonial. On a Résistance algérienne, une publication qui était faite par le PPA, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, Mohamed? C'est Résistance algérienne à l'époque, je crois que c'était le PPA qui publiait. Et puis il y avait El Bayan, aussi des frères musulmans, j'allais dire, de Jami'at al-Ulama. Donc ça, on pourrait dire que c'est à peu près les grandes parutions qui font le socle de ce que va devenir l'espace médiatique algérien post-indépendance. Il y avait Bassa'ar aussi, oui. Bassa'ar, l'ulama c'était Bassa'ar, Al-Bayan, Bassa'ar. Et donc là, c'était la période coloniale. On arrive en 1956, congrès de la Sommam. On a évoqué hier tout ce que le congrès de la Sommam a pu apporter à la guerre de libération nationale, mais il y a un volet aussi très important qui est le volet communication qui a été mis en place à partir de ce moment-là, avec la création de l'organe du FLN, à savoir le Moudjahid historique de 56 à 62, qui était un journal à tirage régulier, à grande échelle après 57. Dans ses premières publications, c'était de la rotative. J'ai eu la chance de tenir entre mes mains le numéro 1, la version originale, dans laquelle on retrouve des articles visionnaires, notamment celui du professeur Chollet, paix à son âme, le Sahara, ce mirage français. Donc déjà à l'époque, ces questions-là étaient posées et il y avait un travail de conscientisation des militants et des militants structurés, mais aussi des sympathisants du militantisme algérien et des sympathisants du FLN qui ont contribué à cette lutte. Donc il y avait cette vision-là. Il ne faut pas oublier que derrière, non seulement il y avait la partie communication pour expliquer, conscientiser, appuyer les idées politiques, mais aussi il y avait derrière ces publications de la guerre propagandiste et de la propagande de guerre, et qui, pour l'époque, et les moyens à disposition étaient extraordinaires, parce qu'on avait commencé par une publication papier, et on y avait ajouté une radio par la suite, et on avait fait faire un documentaire par un réalisateur yougoslave sur les maquis algériens qui avait été présenté à l'international pour justement concrétiser les buts qui avaient été annoncés dans la déclaration du 1er novembre, à savoir internationaliser la cause algérienne. 1962, l'indépendance est là. Quelques titres essayent de survivre très vite, sont absorbés par les journaux dits étatiques. La vision qui avait été posée, c'est un parti, une vision, une démarche, et donc automatiquement, il ne pouvait pas y avoir de voix discordantes. Et un seul jus d'orange. Un jus d'orange De un tous jus les d'orange fruits. de l'eau, un jus d'orange de l'eau d'ailleurs, parce que même les oranges, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et donc, à ce moment-là, on avait par exemple des publications qui avaient été fusionnées avec d'autres. Alger républicain a été fusionné avec le quotidien Le Peuple pour donner El Moudjahid dans sa version qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait Sha'b aussi, la version arabophone, mais c'était typiquement des médias d'État. En y ajoutant les médias lourds, à savoir radio, puisque Sawt el-Jazair est devenue radio algérienne, RTA, radio et télévision algérienne à l'époque. Donc c'était la radio et la télévision du gouvernement. C'est le message politique unique qui était diffusé dans le but de faire comprendre aux Algériens qui avaient nouvellement acquis leur indépendance quels étaient les buts et les démarches du gouvernement, l'avenir qui était tracé. Bien sûr, la première vague, c'était l'idée du socialisme à l'algérienne sous Ben Bella. Puis, par la suite, on a eu l'épisode du socialisme à la Boumedienne et encore plus de fermeture et moins de voix discordantes.
Il reste que, à travers ces expériences-là, les hommes et les femmes qui contribuaient à la rédaction de ces quotidiens et qui travaillaient dans les rédactions de ces chaînes de télé, enfin cette chaîne de télé et la chaîne de la radio, n'étaient pas tous forcément acquis à la vision du pouvoir. Et ils se permettaient de temps à autre certaines marges de liberté d'expression dans un cadre restreint, mais il y avait ce travail-là, notamment grâce au reportage, comme on en discutait hier, quand les journaux allaient faire un reportage à l'intérieur du pays pour montrer la réalité de l'intérieur. À ce moment-là, c'était des moments de liberté. Il n'empêche que des incidents se sont produits à l'époque, sous la présidence de Ben Bella, un journaliste algérien qui était jeune à l'époque, avait été interpellé par Ben Bella dans la rue et lui a baissé son pantalon dans la rue. C'est le témoignage de M. Farhi. C'était un journaliste à l'époque. Oui, 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 oui. C'est un témoignage qu'il nous avait accordé à l'époque quand on préparait un colloque sur le Moudjahid historique. Et donc, en fait, pourquoi? Parce qu'il avait osé, dans une colonne, critiquer l'approche populiste de Ben Bella, alors que la réalité économique du pays nécessitait des décisions réellement courageuses. On se souvient de rester chez vous, vous aurez tous 50 dinars parce qu'on a le pétrole, la claque, la petite gifle au boucher qui n'avait pas mis le même prix pour la viande que les autres sous prétexte que sa viande était d'une meilleure qualité, et ainsi de suite. Donc, il avait fait un petit article sur ce comportement de gestion et notamment au niveau économique. Et Ben Bella est parti le chercher à la rédaction, l'a fait sortir de la rédaction dans la rue, il lui a fait baisser son pantalon. Voilà. Donc, lui nous disait, vous avez de la chance. Aujourd'hui, malgré tout, l'humiliation n'a pas atteint la même pratique à cette époque-là. Mais d'autres temps, d'autres mœurs. Chemin faisant, on arrive aux années 90, 88, les événements d'octobre. Par la suite, le pouvoir décide d'aller vers du multipartisme. Et donc, automatiquement, ce qui dit multipartisme dit multitude de voix, liberté d'expression. Et c'est la loi de l'information 1990 qui consacre la création de la presse privée. Dans cette presse privée, qui c'est qu'on va retrouver? On va retrouver, entre guillemets, les ténors, les journalistes, ténors de la presse publique. Donc, tous les grands noms, entre guillemets, de cette presse privée, à savoir Belhouchet, Benchikou, Mohamedi, Belhaimer. Wali, Belhaimer. Alors, Belhaimer, c'est un autre rôle. Tous ces gens-là, donc, se sont lancés pour avoir leur propre publication, avec le soutien plein du gouvernement Hamarouche à l'époque. Gouvernement qui tentait un coup d'État contre la junte militaire, mais sans le faire de manière frontale, d'où son besoin de s'appuyer sur des médias. Et bien sûr, derrière, comment on fait un journal? Il faut de l'argent. L'argent, il est où? Dans les caisses de l'État. C'est la manne. On ouvre la manne. C'est génial. Voilà, tout le monde a son journal. Il n'y a pas à dire, hein, il y a eu des publications très importantes, à savoir le matin à l'époque avec des plumes extraordinaires. Paix à leur âme, pour la plupart, aujourd'hui, ils sont tombés pendant les années 90 sous les coups et les balles de l'obscurantisme. Quelle que soit la direction d'où venait la balle, qu'on soit bien d'accord. On peut parler du matin, on peut parler de Liberté, qui a mis la clé sous la porte en 2022. Le matin, qui avait été arrêté en 2000. Son patron, à savoir Benchikou, avait été mis en prison et donc le journal ne pouvait plus exister. Mais à l'époque, il n'avait pas été mis pour délit de presse, c'était pour délit économique.
Il y avait le Khabar aussi, avec Ouslati, Ouais. Allah yarhamou, issa alayh. Non, Wartilan. Wartilan, pardon. Wartilan, Omar Wartilan. D'ailleurs, il y a un prix aujourd'hui pour la presse algérienne qui porte le nom de ce grand homme. Et puis, il y avait aussi le soir, il y avait le Menchar sur une courte période. C'était extraordinaire. Il y avait un foisonnement de liberté qui, très vite, a fait face à la violence terroriste ambiante. Et donc, à ce moment-là, les journalistes sont devenus cibles et en même temps avaient cette responsabilité de communiquer et de transmettre ce qui se passait. Ça a été dur pour un nombre de journalistes sur cette période-là. L'arrivée de Bouteflika en 99, bon alors, la loi de 90 a été amendée à plusieurs reprises et entre guillemets, quand tu m'avais dit Belhimer, petite anecdote, j'avais rencontré un ancien rédacteur-chef du journal El Massa qui m'avait dit que Belhimer, lors des discussions autour de l'organisation de la presse écrite et de la loi avec les futurs patrons de presse, avait tout fait pour que cette discussion tourne autour d'une mise au pas de la presse de façon indirecte, puisqu'elle dépendrait automatiquement des financements de l'État. Alors qu'il y avait des voix discordantes qui appelaient à plus de liberté au niveau du financement afin de ne pas être dépendant de l'État et que Belhimer a défendu, on ne sait pas pour le compte de qui est roulé, mais voilà. Il faut préciser aussi qu'il était actionnaire à Al-Khabar le premier jour de sa création. Pas que Al-Khabar. L'Ouatan. Avoir des actions, c'est bien. Hein. Tu as des actions un peu partout, ça te permet. Et donc, à partir de l'arrivée de. Alors, entre-temps, dans les années 90, on a amendé un petit peu la loi parce qu'au début, cette loi de 90 ne prévoyait pas de disposition d'emprisonnement des journalistes. Puis, par la suite, on amende un petit peu la loi pour pouvoir emprisonner les journalistes pour délit de presse. 99, l'arrivée de Bouteflika et la nouvelle vision qu'il voulait donner à l'Algérie, on arrête d'emprisonner les journalistes pour délits de presse, mais par contre, on leur colle d'autres délits afin de les écarter. Des fois, c'est vrai, très souvent, c'était vrai, mais d'autres fois, c'était inventé de toutes pièces. Et chemin faisant, chacun y trouvait son petit bonheur. Hein. Les patrons de presse qui, à l'époque, se targuaient d'être des journalistes marocains ou autres, sont devenus des manias de la presse avec l'argent de la publicité qui coulait à flot. Ils sont aussi devenus les outils de propagande du système, parce que maintenant, ce n'est un secret pour personne, on en parle. Les articles choc, scandale sur ce qui se produisait au sein de l'État, ils étaient produits à la caserne de Ben Aknoun par le colonel Fouzi qui distribuait les scoops. Les scoops. Les scoops, d'abord, lui se chargeait de distribuer les scoops aux uns et aux autres, et les milliards étaient donnés d'une autre manière. Donc, avant l'arrivée de Bouteflika vers la fin des années 90, où Yahya, en tant que Premier ministre, met en place une nouvelle loi et consacre l'ANEP comme étant le seul organe pouvant distribuer la publicité publique. Parce qu'il faut savoir qu'avant cela, les entités publiques allaient publier directement au niveau des quotidiens. Donc, on choisissait le quotidien qui était le plus lu, reconnu à gros tirage, et dans une logique économique. Yahya, par la loi sur l'ANEP, permet en fait un monopole de la publicité publique, et donc une façon de distribuer la rente. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des quotidiens qui étaient tirés à 5000 exemplaires, voire moins, pour certains, aucun exemplaire, mais qui pouvaient recevoir quelques milliards par mois de manne publicitaire. Et c'est comme ça aussi qu'on a retrouvé énormément d'anciens militaires à la retraite qui deviennent patrons de presse, pour les remercier de leur bon et loyaux service. Donc ils ont des quotidiens comme ça fantoches, et ça permettait au pouvoir en place d'exposer un nombre de titres impressionnant. On a atteint les plus de 190 titres de presse à l'époque de Bouteflika, et dire voilà,
la multitude fait que la liberté d'expression est respectée. 2011, printemps arabe, ça bouge. Dans l'air, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe de nouveau. Ça fait suite à plusieurs événements, notamment à l'international, notamment le discours d'Obama au Caire en 2008. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a dit que le monde arabe devait changer. Et donc, on devait rentrer dans la vision américaine du MENA, le fameux plan. Et à partir de ce moment-là, des frictions entre l'Algérie et l'Égypte ont commencé à apparaître, qui ont été cristallisées lors du match et de la rencontre footballistique et le pont aérien vers Khartoum. Heureusement pour le pouvoir algérien, l'Algérie a réussi à passer les qualifs. Malheureusement pour le pouvoir égyptien. Exactement. Ils ont raté. Donc on arrive chemin faisant, 2011. Donc, alors fin 2010, il faut savoir, c'était fin 2010, la Tunisie, les événements de Tunisie. Donc ce qui s'était produit, c'est que suite à l'immolation de Bouazizi et la ferveur populaire qui s'était emparée de la ville, grâce aux réseaux sociaux, notamment à Facebook, on a partagé des images qu'on ne pouvait voir nulle part ailleurs. Moi, j'étais en Tunisie à l'époque, et quand on voyait la presse tunisienne, c'était la presse algérienne des années 60-70. Ah. Vous aviez la première page avec une grande photo du père de la nation, Ben Ali. Vous tournez, deuxième page, une autre photo de Ben Ali dans le Conseil des ministres. Et à la troisième page, Ben Ali, soit avec son épouse, soit avec un gamin, soit avec une personne handicapée. Donc, voilà, le père de la nation, il est là, il est partout, il fait tout. Et après, les autres pages, c'est du foot, c'est des histoires, voilà. Ça ne sert à rien. Donc, c'était ça. Toute la politique, toute l'analyse politique, toute l'information politique sortait d'Alger. Pas d'Alger, à Tunis, de l'agence de presse tunisienne. Et en fait, toute la presse reprenait mot à mot les communiqués. La mise en page était décidée à l'avance. Vous preniez le quotidien La Presse, vous preniez un autre quotidien, vous preniez un quotidien arabophone, c'est exactement la même mise en page, la même disposition et les mêmes photos qu'on retrouvait sur les 3 premières pages. Comme les journaux en Algérie. Ah bah oui, mais moi ça m'a rappelé les années 60 à l'époque, hein, parce que là maintenant effectivement, maintenant c'est encore une autre paire de manches. C'est un non-sens aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. En double page. Père de la nation, père fondateur, père sauveur. La régression est toujours pire que ce qu'on a connu avant. C'est ça le problème. Donc, ce qui s'est produit, c'est que les Tunisiens, à travers les réseaux sociaux, partageaient la véritable information. Il faut savoir que les réseaux sociaux sous Ben Ali, notamment Facebook, qui était le premier réseau social utilisé par les Tunisiens, subissaient la censure. Par exemple, de Tunis, on ne pouvait pas lire l'Ouatan sur le net. Il fallait avoir un proxy. Sinon, on ne pouvait pas accéder au journal l'Ouatan à partir de Tunis. Vous tapez al-Watan.dz, vous aviez la page 404 Not Found. Très simple. Vous mettez le proxy, vous avez accès. Et donc, tout le monde avait son proxy, tout le monde partageait les images et on voyait ce qui se produisait dans le pays. Et ça a alimenté cette révolte populaire de plus en plus, en partant du sud et en remontant jusqu'au nord du territoire tunisien. Ça a touché la classe intellectuelle. Et il faut savoir que la Tunisie, contrairement à l'Algérie, avait maintenu un tissu de société civile et de société culturelle extrêmement dense, avec une réelle connexion à la population. Ils n'ont pas connu les années terrorisme, il n'y a pas eu de coupure, comme cela s'est produit chez nous. Nous, on avait ça avant les années 90. Juste pour rappel, Ketb Yassine, lorsqu'il a été muselé, a pris sa troupe et est parti faire du théâtre dans la campagne. Et, même si c'était à petite échelle, il a amené une conscientisation. Et d'autres, après lui, élèves de Ketb Yassine, ont continué ce travail-là. Malheureusement,
les années 90 ont stoppé net cette dynamique. Les rares activistes de la société civile ou du spectacle étaient menacés, n'avaient pas vraiment pignon sur rue. Le public ne pouvait pas se déplacer parce qu'il avait peur. Et puis, l'assassinat de Hesni a fini de faire taire tout le monde. Alors qu'en Tunisie, il n'y a pas eu ça. Donc, il y avait des pièces de théâtre où on critiquait Ben Ali, son gouvernement, sa gouvernance. Il y avait des associations de droits humains qui permettaient à des hommes politiques d'opposition algérienne de rendre visite à des prisonniers politiques en Tunisie sans être inquiétés par le gouvernement tunisien. Il y avait aussi le fameux gala de Baziz où il critiquait Ben Ali, Exactement. mais il a fini par être expulsé aussi Oui, de Tunisie. bah ouais, mais ça, c'est venu par. Mais il l'a fait, il a été expulsé, mais il a été expulsé aussi pour d'autres histoires. Hein, c'est pas que ça. Mais il y avait c'est-à-dire il y avait ce faux semblant. Et puis le pouvoir était assuré d'être au pouvoir. 2011, la population se réveille, se révolte, communique. Et ce qui avait fait chavirer la population, c'était l'envoi de la police contre les populations révoltées qui tiraient à balles réelles. Et c'était filmé et les vidéos étaient partagées. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu une rupture totale et la chute du mur de la peur chez les Tunisiens et donc une volonté d'aller de l'avant dans ce processus qui a amené par la suite la chute du gouvernement et tout ce qui s'ensuit, et puis la révolution tunisienne, et puis ça a fait effet domino, boule de neige sur d'autres pays arabes. L'Algérie a été touchée. On a appelé ça les révoltes de l'huile et du sucre. Hein. C'est ça, Zéto à l'époque. C'est devenu les Saïd samedi. C'est parce que les gens se retrouvaient les samedis, se regroupaient les samedis. Mais ça ne s'est pas développé en un mouvement périn et avec des revendications claires, toujours. Bon, c'était les mêmes problématiques. À ce moment-là, le président Bouteflika, à l'époque, fait une allocution, c'était, si je ne m'abuse, fin février, début mars, et dans laquelle il lève l'état d'urgence et il promet l'ouverture des médias lourds à toutes les tendances politiques, couleurs et tendances politiques en Algérie. C'était ce qu'il avait dit. Voilà, on ouvrira les médias lourds à toutes les tendances existantes. Et à aucun moment on a parlé d'ouverture du secteur médiatique à l'investissement privé. Mais après ce discours-là, une brèche a été ouverte et tout de suite, certains se sont engouffrés dans cette brèche, à savoir Choroq, Nahar, qui ont lancé leur chaîne de télévision à ce moment-là. Juste après ce discours-là, vers 2012, c'était les balbutiements des télés privées en Algérie. Donc, et les deux premiers qui étaient vraiment au devant de la scène, ça a été Choroq et Nahar, en Algérie, je parle. Ils ont commencé par faire de l'information en permanence, en boucle. Même Choroq, c'était ça, c'était comme Nahar. Ce n'est que par la suite que Choroq a développé un peu plus sa grille, alors que Nahar est resté vraiment ancré dans le modèle thématique informatique. Après ce qui est intéressant, c'est que Nahar, lorsqu'il a commencé, il a commencé agressivement. Il a en fait commencé ses programmes agressivement. On se demandait c'est qui était derrière cette chaîne. Et c'était le Jazeera qui couvrait à peu près des révoltes en Irak ou en Palestine ou je sais pas moi. Mais vraiment un procédé de propagande, ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz, des méthodes qui ont fait que Nahar a monté en flèche en un laps de temps très court et record. Alors, il y a la méthodologie qui a été utilisée,
Il y a aussi le fait que le public algérien trouve en face de lui un média algérien qui lui parle et qui couvre ces événements. Parce qu'avant l'apparition de Choroq et Nahar, il y avait le Jazeera qui faisait des reportages, malgré tout, qui couvraient la situation en Algérie. Non, Mais, on a exclu le Jazeera. mais il y avait quand On même. l'a exclu, On l'a exclu officiellement. Officiellement, mais il y avait encore un correspondant. Alors, on l'avait exclu avant la création de Nahar. Oui. On leur avait retiré l'accréditation, mais ils passaient via d'autres bureaux pour récupérer des images. Ça, c'est connu. Donc, mais Nahar essentiellement et Choroq, c'est venu pour combler en fait. Alors, pour combler, pas le vide de Jazairiya, c'était plus pour combler le Magharibiya. La problématique qui se posait à ce moment-là, c'était l'ampleur que prenait le Magharibiya chez le public algérien. Et donc, l'arrivée de Nahar et de Choroq, c'est-à-dire c'est dans la logique de la création des deux versions en quotidien. Pour rappel, Choroq a été lancé vers la fin des années 90 et ça a été un journal arabophone qui a été mis en place, soutenu pour casser Al-Khabar, qui lui était un journal arabophone d'un certain niveau en termes d'analyse politique et de traitement de l'information. Et on arrivait avec un journal type tabloïd anglais où on avait en tête طفلة حكموها قطعوها في الواد هذا حكم سرق et avec un langage qui n'était plus de l'ordre de l'arabe classique mais un mélange entre l'arabe dialectal, l'arabe classique. C'était le premier, c'était Choroq. Et le taux de mortalité chez Nahar était et Nahar par la suite c'était en 2009, troisième mandat. On avait fait le tour de la question avec Choroq. Il fallait un nouveau média pour pouvoir rapatrier un peu plus de gens à la cause. Et c'est Nahar qui a raflé la mise. Moi, je me souviens à l'époque, je travaillais dans une entreprise qui faisait de la veille médiatique. On arrive aux élections. On est à peu près 2 semaines du lancement de la campagne électorale. Et du jour au lendemain, on voyait dans la rue, partout, des voitures flanquées du logo de Nahar. D'où est sorti ce quotidien du jour au lendemain avec tellement de moyens, ouais. C'est pas possible. Et puis on creuse et on sait que le fondateur était un ancien de Choroq. C'était un gars qui était réseauté par les services dans des affaires d'antiterrorisme. C'était lui le porte-parole qui venait soit casser certaines affaires, soit mettre de l'eau dans le moulin de d'autres affaires, et qui se retrouve patron de presse. Donc, on arrive à cette période-là de 2011, mais le cadre juridique n'existe pas. Donc là, 2012, les élections législatives. Nahar, Choroq font la couverture des élections législatives. On ouvre aussi l'espace à la chaîne tunisienne Nesma, qui vient faire la couverture des législatives de 2012 en Algérie. Le slogan qui tourne partout, c'est La bina jadida fi bina al-Jazair wa rabi'una jazairi. Donc notre printemps est algérien et mettons une pierre à l'édifice de l'Algérie démocratique. Ah, c'était. Et puis notre révolte, notre printemps arabe, c'était les années 90 aussi, Mdelsi, qui pour la première fois publiquement, officiellement, parlait des années 90, rappelons-le. Donc tout est bon pour maintenir le pouvoir en place, même de dire tout ce qui a été interdit d'être dit en politique communicationnelle pendant 20 ans, eh ben c'est pas grave, on le reprend si ça sert les intérêts immédiats du moment chez le régime. Est-ce qu'il n'y avait pas en fait un accord entre le patron de Nesma TV et les autorités algériennes pour faire une couverture un petit peu colorée des législatives de 2012? Alors à l'époque, le patron de la chaîne, Nabil Karoui, essayait de se rapprocher le plus possible des autorités algériennes. Au fait, il commençait à s'étouffer économiquement en Tunisie. Donc, il cherchait à se rapprocher un peu plus des autorités algériennes, sachant que l'essentiel de sa médiamétrie portait sur l'Est algérien. Ouais. Et l'essentiel de ses revenus publicitaires venait d'entreprises basées en Algérie. Donc, il a essayé de se rapprocher des autorités algériennes. Fin commercial et fin publicitaire comme il était, il a vendu
sa chaîne comme pas possible aux autorités, jusqu'à obtenir des autorisations non officielles afin de pouvoir réaliser cette couverture. Je me souviens, on avait été on avait reçu ordre de préparer nos affaires, nos passeports, de nous diriger à Alger avec l'équipe technique. Et on ne savait pas pourquoi, ni quand, ni combien de temps. Donc on était parti 2 semaines avant l'élection. Les élections législatives de 2012. Donc on était parti 2 semaines avant. Et voilà, on était là à attendre que le feu vert soit donné. Le feu vert a été donné à peu près 1 semaine avant le jour de l'élection. Là, moi j'étais à l'époque jeune journaliste, jeune إعلامي كما يحبوا يقولوا تاعنا, et je me retrouve dans le bureau de Ould Qablia pour une interview. Donc une chaîne privée tunisienne qui se retrouve dans le bureau du ministre de l'Intérieur à la veille d'élections des législatives, et dans le contexte, que ces législatives avaient été présentées par le pouvoir comme étant un semblant de constituante, une alternative. Cette mission du Parlement sera à l'image d'une assemblée constituante avec les pleins pouvoirs afin de pouvoir changer profondément ce qui va mal. Donc, on fait une interview d'une 40aine de minutes filmée, mais j'ai eu droit à un interrogatoire d'une 20aine de minutes dans son bureau avec le secrétaire général de l'époque pour savoir ce qui se passait en Tunisie et comment ça se passait. Je trouve ça de bonne guerre, hein, pour qu'on soit bien d'accord. J'estime qu'un ministre de l'Intérieur de n'importe quel pays est dans l'obligation de s'informer sur la réalité du terrain à chaque occasion. Sinon, ce n'est pas un ministre de l'Intérieur, qu'il aille faire autre chose. La pratique de la police politique, c'est une autre histoire, qu'on soit bien d'accord. Donc on fait ça, et puis la veille, on sait, le jour même, en sortant, on apprend la nouvelle que le camion de transmission a reçu autorisation pour passer la frontière. Et puis par la suite, on arrive à l'Horacie pour installer notre studio, on se fait renvoyer par le patron, le responsable du TDA à l'époque, détaché sur l'Horacie pour l'installation. Je me souviens très bien, on m'a fait ça. J'ai rigolé. 2 jours après, il était là à courir. Comment on fait pour votre installation? Mais bon, c'est pas grave. Et ça s'est reproduit après à Dzaïr TV pour 2014. Il m'a fait la même et il a reçu le même truc par la suite. Mais bon, c'est pas grave. Il a été après employé chez Dzaïr News et on s'est retrouvé, on s'est croisé avec un de mes mentors dans les escaliers du bâtiment. Et à ce moment-là, il m'a remis dans le contexte. Il a eu beaucoup plus de respect envers ma personne à partir de ce moment-là. Je lui en veux pas. C'est des comportements qui sont malheureusement devenus normaux dans notre pays, puisque chacun pense avoir autorité suprême parce qu'on lui a donné une clé. Et ça fait partie de l'apprentissage de ce que devrait être la démocratie et le respect des libertés des uns et des autres. Et ça, c'est juste une anecdote au passage. Et donc, on fait notre film. On reçoit, alors, anecdote, Nasser Mahel, ministre de la Communication. Le premier jour du tournage, on avait notre plateau. Donc, c'est le jour des élections. On est sur le plateau. Il est minuit. On est encore en train de faire nos plateaux. Nasser Mahel passe avec le directeur commercial de l'Horacie. Et je les entends. Hein. Qu'est-ce qu'ils font ici, ceux-là? Ils disent, je ne sais pas, c'est une chaîne tunisienne. Ils viennent chez nous, ils veulent faire des patrons chez nous. Pourquoi ils ont autant d'espace? Pourquoi? C'est pas normal. Et le lendemain, il était sur le plateau en train de remercier la chaîne pour la couverture qu'elle a faite. Donc voilà ce genre d'exemples qui sont assez fréquents dans nos régimes respectifs et dans un régime autoritaire, puisqu'en réalité,
Les gens qui sont à ces postes-là ne le sont pas par compétence ou par voie élective, mais ils le sont par allégeance. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien d'être compétent si vous êtes à un poste juste pour votre allégeance. Et donc, il n'y a pas de cadre juridique pour réglementer les médias lourds, notamment les télévisions. Et à ce moment-là, on parle de la loi organique autour de la communication, loi organique qui est pendue en 2012, première mouture, puis des petites modifications sont amenées sur cette loi en 2013, puis encore une deuxième loi en 2014. Alors 2012, le gros avantage qui avait été mis sur la table, c'était la Décriminalisation. Tout à fait. Ouais. Du délit de presse. Donc, il n'y avait plus de prison. Les journalistes ne risquaient plus d'aller en prison à cause d'un article qu'ils auraient écrit. Mais en contrepartie, on avait mis un système d'amende. C'était toujours ça de gagner. Et puis, en 2014, on instaure l'ARAV, l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Et on ajoute quelques petits trucs, notamment l'ouverture de radios privées. À l'époque, c'était Messaël qui était ministre de la Communication. Je ne sais plus quel journaliste lui avait posé la question sur les radios, l'ouverture du paysage pour la création de radios, de chaînes de radio. Et il a dit oh, celui qui veut créer une radio, il n'a qu'à le faire. Hein. Les fréquences AM sont libres. Les fréquences FM, par contre, elles sont sous autorité sécuritaire et donc, de ce fait, vous comprendrez qu'on ne peut pas vous donner des fréquences en FM. Donc, celui qui veut investir, il se met en AM et puis c'est tout. Il n'y a rien qui l'interdit. C'est ce qu'il avait déclaré. Les chaînes de télévision continuent à travailler dans ce cadre juridique plus ou moins flou, puisque c'était des chaînes qui étaient censées devenir algériennes, mais à qui on a donné des accréditations de bureaux étrangers de chaînes de télévision pour leurs activités. Donc les chaînes continuaient à émettre en passant par des proxys, soit en Jordanie, soit en Égypte, soit à Paris. Elles étaient toutes en Jordanie. Pas toutes. La majorité. Non. Au début, c'était l'Égypte. Après, ils ont basculé sur la Jordanie parce qu'en termes de tarifs, c'était plus intéressant. Mais il y avait aussi des chaînes comme Beurre FM qui passaient par Paris. Donc, on passait le signal via Internet vers un proxy qui diffusait à partir de Paris. Oui, mais tu voulais dire quelque chose? Peut-être qu'il y a un petit aspect qu'il faut ajouter sur cette période-là. C'était le début des printemps arabes. Et comme l'Algérie était, désignée comme une cible à l'époque, dans les réunions de la Ligue arabe, l'histoire du Qatar qui disait vous êtes les prochains sur la liste, etc. Et il y avait Jazeera qui apparaissait comme une force de propagande. Non, c'est bon. Hein. Oui. Et il y avait un débat, il y avait essentiellement le colonel Ademi, je dis colonel parce qu'il a été colonel, professeur Ademi, exactement, qui alertait sur la nécessité d'avoir un secteur médiatique pour pouvoir répondre. Tout à fait. Et ils avaient monté un centre d'études stratégiques autour de Bangkok, de Saras, de mémoire, c'était Saras, qui s'était saisi de la question donc, de cette histoire médiatique. Et ils ont opté pour une solution, disons, batante, qui était de créer des chaînes parapubliques, parce que les médias qui ont été créés, c'est des chaînes parapubliques, mais pas de droit algérien, c'est-à-dire de pallier à la faiblesse médiatique du pays, mais pas en ouvrant le secteur médiatique. Et ce qui donne la situation actuelle. Et c'est tout à fait ce qui a été fait à l'époque. D'ailleurs, on se souvient, 2012 à 2014, les plateaux d'Al-Nahar et d'Al-Shourouk avaient reçu avec des épisodes du genre, je ne me souviens plus de la chaîne où Hafnaoui a été embarqué parce que c'était le beau-frère de Djibbar qui était patron de la chaîne, c'est Atlas TV, où la gendarmerie a débarqué, a embarqué tout le matériel. Il y avait une autre histoire. Ils ont mis sous scellé les lieux.
Et puis il y a une deuxième histoire avec la reprise des mêmes lieux De façon par pirate. par Nesma Production Ouais. sous De Cévital. façon pirate. Non, non, pas du non, tout. non. Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait, ils avaient pris KBC, c'était KBC à l'époque, et ils avaient fait appel à la boîte de production qui dépend de l'entreprise Cévital, Ah non, Nesprod. attendez, c'est pas KBC. KBC, c'est venu après dans le cadre de l'achat de ce vital du groupe de Khabar. Avant, c'était la boîte de production Nesprod, gérée par Mehdi Ibn Issa, C'était sous. qui préparait le terrain pour acheter KBC. Ben oui, mais c'est eux qui faisaient la production de Voilà. KBC. C'était pas KBC, c'était Nes TV. Ça veut dire que C'est la tout ça, chaîne de c'est télévision grosses Nes TV. questions. Tout ça, c'est une grosse question de lutte de pouvoir. Oui, Oui. oui, oui, ça c'est indéniable, hein. À titre d'exemple, tous les programmes qui étaient diffusés à l'époque, c'est-à-dire à la création de ces chaînes-là et jusqu'en 2014, on se souvient des déclarations de Ouyahia sur ces plateaux-là. Ouyahia qui disait oui, on a fait des erreurs, oui, probablement je vais me présenter. C'était sur ces plateaux-là. C'était sur ces plateaux-là où la militante Amira. Amira Bouraoui descendait en flèche le gouvernement. Ouais. C'était l'époque où Djil Jadid a commencé à faire de l'opposition et à se montrer sur la place publique. Zer TV est arrivé après cette période-là. Après cette période, même Nesprod Sont arrivés après cette sont période. arrivés après cette période. Zer TV a commencé à diffuser en 2013. Voilà. D'accord. C'était Bef Tejribi, hein. Et oui. Moi, j'étais dans le 2013. mouvement étudiant. Ils sont venus m'interviewer. C'était Bef Tejribi, tu vois. L'émission est passée 4 fois en 24 heures. Parce Et- qu'ils n'avaient pas de matière. Il n'y avait pas de problème. Ça veut dire finalement, il y avait un enjeu stratégique qui était réel, mais les solutions sont des solutions qui évitaient la véritable ouverture. La véritable ouverture. L'idée d'une ouverture est juste impensable pour le régime. L'expérience de la presse, de l'ouverture de la presse, ne serait-ce qu'un petit peu dans les années 90, a été vraiment, c'est bon, on ne va pas refaire la même chose, on n'ouvre pas les médias, on essaye d'avoir la main mise sur les médias, c'est une question indéniable. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a beau penser que ces gens-là n'ont pas de réflexion, bien au contraire, c'est des gens qui ont énormément de réflexion et qui savent pertinemment que des médias libres vont amener à une révolte et à la destitution de ce régime-là. Donc, ils ne vont pas donner les outils ou le bâton pour qu'on leur tape dessus. Ce qui s'était produit, c'est que, comme tu le dis très bien, à ce moment-là, dans le courant des révoltes arabes, il fallait avoir un bouclier médiatique. Ce bouclier médiatique a été créé de manière bancale, mais il a fait très bien l'affaire. Et c'est sur cette période, entre 2011, 2012, les élections de l'Assemblée nationale, et puis à peu près 6-7 mois après avoir fait l'élection de l'Assemblée nationale, où il y a eu une sorte d'ouverture de la parole sur les médias. Puis, par la suite, on a un petit peu refermé La parenthèse. la parenthèse au fur et à mesure, pas de manière brusque. Pour en faire des télépoubelles. Pour en faire des télépoubelles, non, mais il ne faut pas oublier que les mêmes patrons de ces télés-là avaient choisi la facilité plutôt que d'aller dans le travail journalistique. Ah oui? Ah oui? C'était la mission. C'était une mission. C'était Par contre, l'élection. par contre, Chourouk C'était à l'élection. a travaillé pour Benflis à 100%. Hein. C'était au moment du quatrième mandat. L'Ouatan, il avait créé un site spécial. Oui. Non, quatrième. Non, quatrième. Benflis, il y avait pas, troisième mandat, il n'y avait pas de chaîne. 2009, il n'y avait pas de chaîne de télé. C'était au quatrième mandat. C'est là où on a, en fait, en ordre de bataille, quoi. C'était clairement identifiable. L'ordre de bataille avait été mis en place. Et donc. Et même l'Ouatan, pour l'histoire, avait créé un site dédié spécialement à Benflis. Il l'avait appelé l'Ouatan2014.com.
est limité sur l'élection présidentielle en mettant en avant la candidature d'Ali Ben Fliss. Oui, oui, oui. Atlas TV était censé Était soutenir Ben Fliss. pleinement Ben Fliss. D'où la fermeture de Atlas TV. Mais la deuxième fermeture qu'avait subie KBC était une fermeture liée vraiment à de la censure pure. Parce que sur l'émission qui était produite, alors pas du tout, mais pas du tout, Pas du tout. pas du tout. C'était l'émission Talk Show qui était produite et dans laquelle on avait Kamal Abdat et Edir Benaibouche qui faisaient des happenings. Et il y a eu un happening où l'un des deux comédiens était rentré sur le plateau en chaise roulante. Et c'était ça le déclencheur de la fermeture. Et l'excuse qui avait été trouvée, c'était l'utilisation de logos sous scellés. Puisque les locaux dans lesquels ils ont tourné, c'était les locaux d'Atlas TV, loués à un privé au niveau de... Dalbeda. non, vers Michel Kalitos, Non, c'était Beltouta, Baba Ali. Et donc le mec il se retrouve du jour au lendemain avec des locaux sous scellés mais sans aucun papier, sans aucun document administratif. Sont des locaux de Juba. Alors, non, alors c'est des locaux, à ce que je sache, c'est des locaux d'un privé. Ils ont été loués. En fait, ça n'a pas commencé brusquement avec une étiquette politique, etc. Certainement derrière ceux qui gèrent Rabrab et sa politique avaient des ambitions à l'avenir, mais tout au début, ils étaient en train de construire un empire médiatique et ça a commencé par un travail vraiment considérable. Alors l'empire médiatique, ceux qui voulaient faire un empire médiatique, c'était les gens qui étaient contre les tenants du pouvoir, même s'ils étaient eux-mêmes du pouvoir. Ouais. Donc ils voulaient créer un outil pour pouvoir renverser l'équilibre. Mais le pouvoir lui-même ne compte que sur les chaînes qu'il maîtrise totalement, qu'on soit bien d'accord. Donc on en arrive, on va essayer d'accélérer parce qu'on me fait signe qu'il nous reste qu'une dizaine de minutes, on en arrive chemin faisant 2014, quatrième mandat, et là, à ce moment-là, les bâtons commencent à tomber sur les uns et les autres. Quelles que soient les chaînes, il fallait rentrer dans le rang. C'est là où il y a eu l'incident avec ZRTV où Khaled Drani a subi le gourou de la censure, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera un autre jour. Il y a eu lui, il y a eu Abdullah Ben Addouda, Allah yadhkurhum ala khair, Inch'Allah. Abdullah Ben Addouda qui à ce jour est réfugié politique aux États-Unis. Pas réfugié politique. Si, il est parti, il est parti, il a fait un dossier réfugié. Non, il n'est pas réfugié politique, il ne faut pas dire ce Bon, oui, d'accord. C'est peut-être plus au courant que moi parce que. On ne va pas devenir comme Kemaroma. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, il est là-bas depuis cette période-là pour une histoire. Alors, je tiens à témoigner pour l'histoire. Toute la problématique est liée à une guerre de gamins, une guerre de récré. C'est une guerre de récré, de cours de récré. C'est Bouchouareb qui va chez Saïd Bouteflika pour lui dire qu'Ali Haddad est en train de fomenter un coup d'État avec sa chaîne de télévision. Regarde ce qu'il est en train de faire. Il travaille contre nous. Et il veut absolument faire tomber ton frère pour prendre sa place. Oh, voilà d'où ça démarre. D'ailleurs, à l'époque, la rumeur a circulé qu'Ali Haddad préparait son équipe de campagne, son directoire. Ce qui était totalement faux. C'était totalement faux. Nous avions eu un débat au sein de ZRTV à l'époque, parce qu'il y a eu le MLTV avant. Avant le quatrième mandat, il y a eu le MLTV. Non, c'est après le quatrième mandat, à la veille du cinquième mandat. Non, le MLTV de laquelle tu parles, c'est celle de Ah oui. Moi, je te parle de l'MLTV de la période de 2012. ML. Ah oui. De la période de 2012. Dans laquelle que Amin Idja, je pense qu'il allait être son directeur. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça aurait été bien, mais c'est pas lui. Non. Malheureusement, ça n'a pas été lui. Mais par contre, des directeurs
de la radio algérienne nationale avait travaillé dans cette chaîne-là. Des éléments de la radio algérienne nationale avaient travaillé dans la rédaction de cette chaîne-là, avaient reçu double salaire. Et bien sûr, ça n'a choqué personne, tout le monde le savait, tout le monde était content. C'est là où se rencontraient Mobilis, c'est là où se distribuaient les chèques. Les chèques, exactement. Les chèques de publicité, mais ça, c'est une autre paire de manches. Donc, au fait, arrivé à 2014, quatrième mandat, gros débat au sein de ZRTV. Est-ce qu'on met les moyens de ZRTV et la chaîne et le logo et les moyens humains et techniques au service de la campagne ou pas? Et ça a été débattu au sein de la rédaction. Non seulement il y a eu un débat au sein de la direction, mais ce débat a été aussi amené au sein de la rédaction d'information et on avait tranché la question en disant que la chaîne ne doit pas être associée à un candidat. On a un travail, c'est un nouveau bébé médiatique et on veut aller le plus loin possible. Ça, je témoigne, j'apporte ce témoignage. C'est la décision qui a été prise. C'est la décision collégiale qui a été prise par les journalistes présents au sein de la rédaction et qui a été respectée et acceptée par la direction et respectée et acceptée par Ali Haddad. Je dis ça pas parce que Ali Haddad c'est mon mentor ou quelque chose dans le genre, mais c'est pour rendre à César ce qui est à César. C'est c'est juste pour ça. Et c'est comme ça qu'il y a eu la création d'une chaîne parallèle. Effectivement, des moyens techniques de ZRTV avaient été mis en place. Des journalistes de ZRTV avaient été détachés. ZRTV a recruté des gens qui étaient destinés à cette chaîne-là. C'est là où Jamal Maafa est devenu directeur de cette chaîne. Et cette chaîne, qui avait été créée pour la période électorale, j'ai oublié le nom qu'elle avait. Istimrariya. Voilà. A pris le nom de Zaïr News sous la direction de Jamal Maafa à l'époque. Et c'était la filiale chaîne information en permanence, 24 sur 24, du groupe médiatique de l'ETRHP. Et le ZRTV est resté la généraliste. Malheureusement, cette expérience a fini par ne pas marcher comme on l'aurait souhaité. Malheureusement. Et le Hirak est arrivé. Un Hirak que moi, personnellement, je n'attendais pas. Je le dis, je m'en excuse, mais je ne pensais pas que nous, Algériens, allions faire preuve d'autant de maturité. Mais l'histoire a démontré qu'il ne faut pas s'attendre à des choses parce que et à ce moment-là, toutes les rédactions de chaînes de télévision étaient sur le qui-vive et hésitaient à, oui ou non, couvrir le Hirak. Ouais. Et le plus courageux a été le rédacteur en chef d'El Bilad à l'époque, parce que j'ai croisé des collègues, moi j'étais plus dans les chaînes de télévision à ce moment-là, j'étais devenu un indépendant, le khubza, avec fixeur, je suis akda. Et à ce moment-là, j'ai croisé des collègues d'El Jazairiya, d'El Bilad, d'El Nahar, des confrères qui étaient là avec caméra et qui couvraient. Certains utilisaient leur téléphone pour la couverture, d'autres utilisaient des caméras. Dis-moi. Alors, le Bilad, ça a été la seule chaîne qui, au 1er mars, au vendredi du 1er mars, a diffusé des images du Hirak. C'était le rédacteur en chef à l'époque qui avait pris toute la responsabilité. Non, le patron, je ne sais plus. Le patron, franchement, je ne sais plus comment il s'appelle. Le Bilad, c'est une chaîne qui appartient à un ancien du Hamas. Oui. C'est Anas, le rédacteur en chef. Anas. C'est le fils du patron, le rédacteur en chef. Dire que c'est la première qui a couvert les marches du Hirak. Est-ce que ce n'est pas la première chaîne qui a reçu l'ordre de couvrir? Non. Non. Ce n'était pas un nom. chaque fois نولي لاشي نولي اللوكال بلادي بصح لا لين تاع كاين كاين صراحه دوبي في 2 جور
Merci beaucoup. Bilad, oui, effectivement, hein, à la base, oui. Mais je te le dis, la diffusion des images qui a été faite le premier vendredi par Al Bilad sur le 20h d'Al Bilad, c'était une action purement journalistique. C'était purement journalistique. C'était un courage journalistique. Il a assumé ce courage-là. Par la suite, bien sûr, Gaïd Salah s'était maqué avec Shoro pour faire passer ses messages. Bilad m'a de côté. Je sais plus. Franchement, j'ai plus les noms en tête. Mais Bilad, c'était une petite chaîne de télé comparée aux autres. Elle n'avait pas autant d'ampleur que les autres. Elle ne marquait pas autant l'espace médiatique en termes de médiamétrie. Mais il faut reconnaître le courage qu'avait eu le rédacteur en chef à l'époque. Si ce matin, on dit dans l'oreillette qu'il faut arrêter. Oui, on a fait signe de cette conférence. On m'a dit que c'est la censure maintenant qui tombe. Gaïd Salah de l'au-delà nous appelle. Gaïd Salah de l'au-delà, il nous appelle. Monsieur Djoudi, est-ce qu'on peut clôturer cette conférence? Donc, on arrive à la fin de la conférence, mais aussi à la fin du programme de l'Université d'été de Riposte Internationale. Ce fut un plaisir de participer d'abord et de participer en tant qu'intervenant et en tant que participant aussi au débat. J'ai beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de choses de cette université d'été et c'était vraiment un plaisir. Donc c'était la minute Adel. Et maintenant je remercie Chawki pour cette belle conférence, un peu revancharde. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un témoignage. Ça n'a rien de revanchard. Exactement. Justement, hier, on discutait de cette conférence. On a dit, est-ce qu'une heure et demie suffisent pour... Après, j'ai proposé une journée complète. Il m'a dit non. Il nous faut une semaine pour parler de la presse algérienne. Parce qu'en fait, la presse algérienne, il y a une partie de la presse algérienne, je le répète, reste comme un mythe de la liberté de la presse, de presse indépendante, l'aventure intellectuelle, etc. Alors qu'elle est complice du massacre des journalistes. Avec tous ces défauts. Mais je suis tout à fait d'accord. Exactement. Est-ce que tu as un mot à dire, Chawki, pour la fin? Oui. Sinon, clôture. Oui, merci encore une fois à Riposte International de m'avoir invité à cette 4e édition de l'université d'été qu'elle organise. Je souhaite à Riposte International pérennité dans ce travail-là et dans cette mission-là et dans cet événement. beaucoup d'argent. beaucoup d'argent ما نقولهاش لازم يشتري لي الشيك من تحت باش ندعيو على الارجون سينو سي صراحه يعني نقسموا يا ما كان لا هذه هي نورمال خلاص قال لك من عاش على قوم 40 يوما اصبح منهم. Et le message que je voudrais lancer والله ما سمعت ومن اكل حيه ما على باليش شبه بها. Et au fait, je voudrais juste dire, parce que à tous nos compatriotes en Algérie, à tous les militants en Algérie, à tous les journalistes, les Mahrouqin, courage. Oui, c'est tout. Et voilà. Merci. Bah oui, dis. Bien sûr. Non, on a éteint, dis. C'est pas grave, on dit entre nous, donc on discute entre nous.